Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur cet événement en ligne qui s'appelle Apiculture et conscience, coopérer avec les abeilles. Et aujourd'hui, j'ai la joie et le plaisir d'accueillir Silate Saint-Pierre, voilà, merci beaucoup d'être présente. L'invitation de cette entrevue, c'est vraiment d'aller découvrir ce sujet d'émerveillement qui est cette coopération dans le monde des abeilles. Et donc, juste en introduction, je vais montrer le dernier livre que vous avez sorti il y a quelques temps déjà, qui s'appelle Dans le secret des abeilles. On va en parler davantage. Et pour vous présenter, vous êtes donc médiatrice scientifique pour les abeilles et conférencière, passionnée d'investigation. Et puis, vous avez collaboré depuis une dizaine d'années à un travail de fond sur la recherche apicole. Vous êtes également autrice de plusieurs ouvrages, parmi lesquels Les Routes du Miel, qui est un best-seller en la matière, et plus récemment Le Génie des abeilles. Et le dernier que vous venez de sortir, c'est Dans le secret des abeilles, dans lequel vous partagez de manière très vivante et accessible à un large public la vie mystérieuse de l'univers des abeilles. Donc moi, j'ai été passionné par cette lecture. Moi-même apiculteur, voilà, j'étais plus orienté sur la technique en tant que chargé de mission autrefois dans une association d'apiculteurs professionnels. Et là, vous m'avez fait voyager dans ce qui me touche particulièrement, c'est le côté merveilleux de la vie quand elle s'exprime et pour lequel on est touché. Et en introduction, voilà, dans le génie des abeilles, vous avez, grâce aux photos d'Éric Tourneret, donc permis au lecteur de déambuler dans le cœur de la ruche, en quelque sorte. Et vous avez donc agrémenté ces photos de différents textes très documentés. Et donc j'aimerais vous poser la première question. Qu'est-ce qui a été à l'origine de ce nouveau livre, Dans le secret des abeilles, et qu'est-ce qui le différencie en fait des précédents? Alors, quand effectivement, comme vous l'avez dit, pour le génie des abeilles, donc c'était un ouvrage photo avant tout. C'était une conception d'Éric Tourneret. Et j'ai beaucoup travaillé parce que les photos d'Éric me challengeaient. Et à mon tour, je l'ai challengé avec les recherches que j'ai effectuées. Mais c'était avant tout un livre photo, ce qu'on appelle un beau livre. Et j'ai fait tellement de recherches et j'ai découvert tellement de choses que je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas en rester là. Donc, je voulais d'une part poursuivre mon investigation et d'autre part délivrer ce que j'avais cherché. Donc, j'ai proposé à notre éditeur, donc c'est Bernard Chevelia des éditions Ozoni, je lui ai proposé de faire un ouvrage texte cette fois-ci qui reprendrait de façon très large les connaissances existantes sur les abeilles et sur leur société et enrichi des plus récentes recherches. Donc voilà, j'ai investigué pendant plus de 2 ans. J'ai avalé une quantité phénoménale d'études sur les abeilles. Il faut savoir qu'il en sort à peu près une par semaine, donc faut faire le tri et c'est pas très facile. Et j'ai sorti ce livre donc qui est une espèce d'anthologie des connaissances sur l'abeille, tout en le voulant, vous l'avez dit tout à l'heure, très accessible, parce que je ne suis pas une scientifique, je me définis comme une médiatrice scientifique, donc entre grand public et chercheurs, et c'est un rôle qui me convient très bien. D'accord. Et donc dans cet ouvrage, Dans le secret des abeilles, est-ce que vous pouvez nous partager des anecdotes ou des expériences personnelles qui vous ont particulièrement marqué dans l'écriture de cet ouvrage? Alors, il y a quelque chose qui est plus une ambiance de fond qu'une expérience. J'ai la chance d'habiter dans un très beau paysage ardéchois. Et mon bureau, j'ai une grande baie vitrée à mon bureau. Et quand je suis fatiguée après quelques heures passées à scruter l'ordinateur ou à écrire, eh bien j'ouvre cette baie vitrée, je sors, et là il y a un vieil abreuvoir de pierre où viennent boire nos abeilles. On a une vingtaine de ruches qui sont à 10 mètres de la maison, et donc c'est un va-et-vient incessant d'abeilles, et je me pose là, je m'accoute sur cet abreuvoir de pierre, et j'écoute des abeilles qui voltigent autour de moi.
il y a aucun danger quand vous êtes apiculteur, vous le savez bien, hein. Il y a aucun danger quand elles sont à l'abreuvoir, parce que moi je crains les piqûres. Par contre, j'ai tendance à réagir un peu fortement. Et ça a été mon ambiance de fond. Après, l'expérience de l'ouverture de la ruche, ben, quand on n'est pas apiculteur, quand on est un peu néophyte, c'est quelque chose qu'il faut qu'on fasse une fois dans sa vie. C'est quand même extraordinaire, hein. Prendre un cadre avec 2 doigts, précautionneusement, le sortir, sous-peser le poids de ce miel qui est dans ce cadre, chercher la reine qui va se planquer sous ses filles et observer cette espèce de masse frémissante d'abeilles, c'est une expérience incroyable. Et puis ce que je pourrais dire aussi, ce qui m'a beaucoup plu, ce qui m'a enthousiasmé en fait, ce sont les rencontres avec les chercheurs. J'ai eu la chance d'être en contact avec pas mal de chercheurs. Alors je peux pas tous les citer, mais je suis notamment allée au centre de recherche sur la cognition animale du CNRS de Toulouse, où j'ai rencontré dans un premier temps Martin Jurfa, puis Aurore Avergues-Weber, qui sont des passionnés, qui utilisent toutes sortes de stratagèmes et d'une intelligence inouïe pour démontrer et pour chercher jusqu'où va l'intelligence de ces petits animaux. C'est comme ça que Martin les appelle. Et ça, j'ai adoré. Donc, j'ai adoré aller là-bas et leur parler, et j'ai pu leur parler longuement. Il y a d'autres chercheurs aussi que je tiens à saluer. Ce sont les chercheurs qui sont des engagés, qui sont des passionnés et qui travaillent notamment sur la toxicité de tous ces produits dits phytosanitaires et dont on inonde la nature. Donc il y a notamment Jean-Marc Bonmatin du CNRS d'Orléans et Luc Belzins de l'INRAE. Et puis évidemment les apiculteurs qui m'ont consacré du temps. Je pense à Franck Alétru avec qui j'ai passé un petit peu de temps, et puis les amis apiculteurs qui m'ont ouvert leurs ruchers, ouvert leurs ruches et fait part de leur expérience. Oui, ben je connais aussi bien ce centre de cognition animale pour avoir rencontré notamment Mathieu Dioreau, hein, qui a sorti aussi un ouvrage qui s'appelle À quoi pensent les abeilles, oui, et qui est vraiment très intéressant puisqu'il évoque beaucoup à la fois d'expériences, de témoignages et sur l'intelligence des insectes au sens large, hein, avec un parcours aussi au sein des abeilles. Et c'est vrai qu'il va être présent aussi dans le cadre de cet événement. Et donc là, il est au Japon, m'a-t-il dit, en train de faire des expériences au Japon. Et il va revenir bientôt. Et du coup, c'est vraiment passionnant de découvrir cet univers à la fois scientifique, mais en même temps en relation vraiment très étroite dans l'intimité de l'abeille et de son intelligence. Et ça fait vraiment quelque chose de découvrir, en fait, on touche vraiment au précieux du vivant quand on va vraiment dans ce niveau de détail et de recherche scientifique. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, et puis ce qui moi m'a beaucoup frappé chez ces chercheurs, et notamment Martin m'avait parlé d'Aurore avant que je ne sois en contact avec elle. Il m'avait dit mais elle est incroyable. Elle dit et ça, est-ce que ça elle pourrait le faire? Et puis elle tente, et puis ça marche ou ça marche pas. Et il y a certaines découvertes qui sont absolument incroyables. Vous m'aviez demandé un petit peu lesquels auxquels je pouvais penser. Il y a une découverte qui est explicable, je pense, sans voir la démonstration. C'est lorsque Aurore, c'était en 2017, je crois, travaillait sur le fait que les abeilles sachent ou non compter. Alors, le fait qu'elles sachent compter, oui, maintenant c'est prouvé, on le sait. Elles savent compter jusqu'à 5. Au-delà, ça leur sert à rien dans la vraie vie, donc elles n'y vont pas. Et dans ce test-là, on a choisi d'apprendre aux abeilles une règle, choisit le plus petit nombre. Donc, sur un grand panneau vertical, il y avait des petits panneaux avec des points. Alors, ça allait de 2 à 5 points. Et devant chaque petit panneau, il y avait une coupelle qui contenait soit de l'eau sucrée, soit une solution de quinine.
très amer, les abeilles détestent. Elles peuvent pas les détecter à l'odorat, ni la quinine, ni le sucré, donc elles sont obligées de goûter. Et donc c'est un apprentissage avec punition, c'est d'une certaine façon. Et donc le plus petit nombre était le 2. Et quelquefois, elles avaient un panneau avec 3 points, un panneau avec 5 points, un panneau avec 2 points, un panneau avec 3 points, etc. Et en fait, elles ont appris la règle très très rapidement. Et puis pendant que cette expérience était en cours, il y a eu une publication, je crois, d'un chercheur américain qui a dit, eh bien, ça y est, les grands singes ont la notion du zéro. Zéro, pas dans le chiffre qui sert à marquer des dizaines, des centaines, etc., mais zéro en tant que rien. Et zéro en tant que rien, et il faut savoir que pour un petit enfant, par exemple, avant qu'il n'entre à l'école primaire, ça ne lui dit rien du tout. C'est-à-dire que si vous présentez à un petit enfant des boîtes avec 1 élément, 2 éléments, 3 éléments, etc., il sait très bien les classer, par ordre croissant ou décroissant. Si vous lui présentez une boîte où il n'y a rien, il ne l'inclut pas dans le classement. Rien ne veut pas dire zéro, rien n'est pas un nombre. Donc, Aurore a dit, ben chiche, il n'y a que les grands singes, ok, ben on va essayer avec les abeilles. Et donc, elle a présenté d'abord à des abeilles qui connaissaient le test précédent, elle a présenté un panneau avec cette fois une feuille vierge en plus du panneau 2 points. Alors c'était un peu un piège parce que le panneau 2 points, dans les expériences précédentes, quand il apparaissait, c'était toujours le panneau gagnant, puisque c'était le plus petit nombre qui soit présenté aux abeilles. Là, il y a une courte majorité d'abeilles qui a choisi la feuille blanche, la feuille vierge. Donc en estimant que c'était la feuille qui représentait le plus petit nombre. Et ensuite, on a été plus sympa, on leur a présenté un panneau avec une feuille vierge et un panneau avec un 1. Et là, c'est une grande majorité d'abeilles qui a choisi le panneau sans points. Donc, on peut en déduire que la notion de zéro, qui est une notion mathématique extrêmement complexe pour les humains, n'est pas étrangère aux abeilles. En tout cas, elle est comprise. Oui, donc c'est étonnant de voir ces prouesses qu'elles sont capables de faire avec un cerveau tout minuscule, avec un nombre très limité de neurones. Et donc, ça va aussi dans le sens que c'est pas le nombre de neurones qui est important, mais vraiment les connexions qui sont capables d'être faites. En poursuivre, comment ces découvertes scientifiques, de pointues en fait dans ce domaine de la recherche animale et de l'insecte et des abeilles en particulier, elles sont fascinantes en tant que telles. Et puis, comment elles peuvent changer vraiment notre vision en fait du rôle des abeilles domestiques dans la nature? En quoi cette science finalement très avancée nous permet vraiment d'avoir un regard peut-être différent sur, on parlait d'émerveillement, on parlait de cette intimité avec le vivant. Alors, il est certain que ça change notre regard sur les abeilles, sur les insectes en général d'ailleurs. Je vais quand même revenir sur un point de votre question. Vous parlez d'abeilles domestiques. Je suis un petit peu gênée sur la question de la domestication des abeilles. Les Anglais utilisent un autre terme, ils parlent de managed bees, d'abeilles gérées. La domestication des animaux, ça a un objectif, c'est de faire en sorte que les animaux servent au mieux les intérêts des humains. Donc, on parle d'abeilles domestiques. En théorie, les abeilles n'ont pas besoin des humains. Elles sont autonomes. Simplement, comme on l'a fait à l'instar d'autres races d'animaux, on a créé une race d'abeilles que vous connaissez certainement très bien, qui sont les buckfast. Donc, buckfast, pour rappel, c'est une abeille qui a été créée dans les années 1950 par le frère Adam de l'abbaye de Buckfast. Et c'est une abeille qui a été créée avec des critères vraiment appliqués aux apiculteurs. C'est-à-dire une abeille qui produit beaucoup, une abeille qui se met en ponte très vite, qui construit rapidement, qui propolis peu, qui essaime peu, etc., etc. Donc ce sont des critères qui est douce en plus. La Buckfast est douce quand la noire est réputée un peu plus vindicative. Et ce sont des critères qui servent les humains. Mais
Ce que je peux entendre d'apiculteurs, puisque je vous ai dit moi-même je ne le suis pas, c'est que ce sont des abeilles qui finalement sont moins adaptées aux conditions naturelles. Par exemple, sont moins adaptées aux aléas climatiques que les abeilles noires, qui sont les abeilles endémiques de nos campagnes, enfin de l'Europe en général. Alors, on crée une race d'abeilles propre à nous servir, mais en soi, les abeilles sont pas des animaux domestiques. Je pense pas et je pense que il est préjudiciable de traiter les abeilles comme des animaux domestiques parce que ça les rend dépendants des hommes, notamment les buckfast quand elles se mettent à pondre. Quand les reines partent comme des bombes dès qu'il fait un petit peu chaud, fin février, qu'ensuite on a un redout, la ponte a démarré et il faut nourrir parce que sinon elles peuvent pas survivre. C'est un peu dommageable pour l'espèce. Ensuite sur la excusez-moi, sur la deuxième partie de votre question, c'est-à-dire le rôle des abeilles dans la nature. Le rôle des abeilles dans la nature, alors si on entend la nature sauvage est devenue moins hospitalière pour les abeilles parce qu'elle ne leur offre plus l'essentiel, c'est-à-dire le gîte et le couvert. On estime maintenant qu'il y a en Europe 0,5% d'arbres de forêt présentant des cavités suffisantes pour abriter une colonie d'abeilles. Pourquoi? Parce qu'on gère les forêts, qu'on laisse pas les arbres vieillir. Quant à la diversité naturelle des fleurs, eh ben on sait qu'elle s'est effondrée terriblement puisqu'on fait la chasse aux herbes folles, qu'on appelle les adventistes, ou les mauvaises herbes. On laisse pas les bordures du champ fleurir. Voilà. Donc les abeilles dans la nature, malheureusement, elles sont de moins en moins présentes. Sur ces 0,5% d'arbres aptes à accueillir une colonie d'abeilles, on estime qu'il y en a 1% qui accueillent effectivement une colonie. Et donc voilà, le rôle des abeilles dans la nature, je ne sais pas tellement pour ce qui est d'Apis mellifera, c'est-à-dire de l'abeille dite domestique. Oui, donc je vous remercie de préciser ces termes entre domestique et sauvage. C'est vrai que ça fait partie du débat pour ceux qui voudraient préserver, par exemple, l'abeille dans son milieu naturel. Elles voudraient leur voir attribuer finalement un statut de protection. Et donc ce statut de protection passerait par un statut dit sauvage, en tout cas l'état dans lequel elle était avant. Et la domestication, en effet, ça a trait finalement à la domestication de l'homme et de l'animal qui a eu lieu au fil du temps, et l'abeille en fait partie. Et c'est vrai que c'est bien de souligner que l'abeille, l'homme tente de la domestiquer, mais sa nature profonde, c'est d'être sauvage. Oui, tout à fait. Et pour revenir en fait à cet émerveillement en fait de la compréhension du fonctionnement de l'abeille en tant que super organisme social, en quoi cette étude peut-il susciter finalement à la fois l'admiration, le respect, et par là même peut-être un amour pour ces insectes qui sont essentiels finalement à la chaîne du vivant. Alors, les abeilles ont toujours fasciné les hommes. C'est les écrits les plus anciens datent des Grecs anciens. Ils ont été vraiment observés, étudiés, pas seulement exploités pour ce qu'elles nous apportent, le miel, la propolis, le pollen, etc., tous les produits de la ruche, mais vraiment, elles ont fasciné les êtres humains. Et je pense que la raison, comme les fourmis d'ailleurs, je pense qu'une des raisons, c'est que les abeilles vivent en société, et en société nombreuse, comme nous, les humains. Et une ruche bien portante, on peut compter à la belle saison à peu près 80 000 individus, c'est l'équivalent de la population d'une ville comme Courbevoie. Mais pour gérer Courbevoie, il faut beaucoup d'administration. Or, les abeilles n'en ont pas. Il faut des chefs, il faut une hiérarchie. Les abeilles n'en ont pas non plus. On a longtemps cru, Aristote pensait que la reine était un roi. Et je crois que l'erreur n'a été dissipée qu'au XVIIe siècle. Bon, ça, ce sont nos schémas, ça pouvait pas être une reine.
Et on l'a appelée reine, mais vous savez bien que c'est une reine qui est avant tout une pondeuse, une esclave de la ponte. Elle ne dirige rien dans la colonie. Donc, cette société qui est organisée, elle couvre un territoire de prospection de 30 000 hectares. Elle produit son propre matériau de construction. Elle régule sa population en fonction des ressources disponibles. Elle chauffe, elle rafraîchit la maison en fonction de la température extérieure. Elle nettoie, elle entretient, elle la garde contre les agressions. Elle adopte des mesures sanitaires contre les épidémies. Et elle ne génère aucun déchet. Elle consomme uniquement les ressources nécessaires à sa survie. Et elle contribue à grande échelle à la pollinisation des plantes à fleurs. Autrement dit, c'est un modèle de cité vertueuse. Et en plus, c'est une démocratie. Et ça a mis les humains un petit peu sur le fil. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu justement de cet aspect démocratique, parce que vous en parlez avec passion et avec beaucoup d'images sur voilà ce qu'on appelle l'essaimage et sur voilà comment se traduit finalement le choix d'un nouveau lieu d'habitation lors de l'essaimage. Et est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu pour nos auditrices et auditeurs, voilà, de ce miracle en fait de décision pour un nouveau lieu? Alors ça fait partie des choses dont on peut s'inspirer. Si vous permettez, je voudrais faire un détour avant par la coopération dans la ruche. Parce que on a dit qu'il n'y avait pas de hiérarchie dans la ruche, mais pourtant il y a de l'action dans la ruche. En fait, chaque abeille agit exactement là où elle le doit, en fonction de ses capacités du moment, et là où c'est nécessaire. Et cette action, elle en décide. Elle en décide en fonction de quoi? En fonction des informations qu'elle reçoit. Et je crois que c'est ça le secret de la ruche, c'est qu'il y a une communication permanente entre les abeilles. Elles communiquent sans cesse. Elles reçoivent des informations de l'extérieur qu'elles peuvent communiquer à l'intérieur. Elles communiquent par phéromones, c'est par le langage des odeurs qui est le premier langage parlé dans la ruche et d'ailleurs dans toute société animale. Elles communiquent par tapotement des antennes, elles communiquent par langage vibratoire, elles communiquent par langage corporel quelquefois très très vigoureux. Par échange de nourriture, et ces informations, elles en tiennent compte. Et il y a un exemple de coopération qu'on peut donner qui est assez facile à expliquer. C'est la coopération, par exemple, qui conduit à renouveler les ressources de nourriture de la ruche. Quand les cellules manquent de nectar, la butineuse qui se tient près de l'entrée de la ruche ne le sait pas forcément. Mais elle va le savoir parce que il y a des jeunes abeilles à l'intérieur de la ruche qui vont solliciter des aînés avec un petit tapotement des antennes, d'antenne à antenne, pour leur dire « donne-moi à manger ». Et puis cette sollicitation, elle va se faire de plus en plus pressante et puis elle va arriver jusqu'aux butineuses. Et là, il y a une éclaireuse qui va partir, qui va aller chercher une source de nourriture. Et imaginons que cette éclaireuse trouve au printemps un arbre en fleurs. Donc là, c'est la manne de nourriture. Il y a plein de nectar. Donc elle revient, et là, elle danse sa découverte, donc la fameuse danse frétillante des abeilles, sur un petit carré qui se trouve près de l'entrée de la ruche, et où attendent des butineuses, attendent ou se reposent. Aux vibrations, les butineuses arrivent en courant vers la danseuse, et elles la suivent tout au long de sa danse. Et pendant sa danse, la danseuse va aussi donner un petit peu à goûter le goût du nectar. Et elle porte sur sa toison l'odeur des fleurs. Donc, ce que tu vas trouver aura ce goût et cette odeur. À leur tour, les butineuses filent. Elles trouvent, grâce aux indications données par la danse codée, elles trouvent l'arbre, elles butinent, elles reviennent, elles dansent. Et petit à petit, le nombre de butineuses qui va se rendre sur la source de nourriture va augmenter. Et bientôt, ça va être des cohortes de butineuses qui ramènent du nectar à la ruche. Quand elles le ramènent, les magasinières entrent en action.
Donc elles se précipitent sur les butineuses parce qu'elles savent, elles sont magasinières, elles savent qu'il n'y a rien à bouffer, qu'il n'y a rien à manger dans la ruche. Donc elles délestent la butineuse de son nectar, donc en l'aspirant, par ce qu'on appelle la trophalaxie, l'échange de bouche à bouche. Elles commencent à le travailler un petit peu pour démarrer le processus de transformation du nectar des fleurs en miel, et elles vont le ranger. Et puis l'histoire continue, et puis à un moment, la source se tarit. Soit il est trop tard, les fleurs se referment, soit on a pris tout ce qu'on avait à prendre, soit surtout, la ruche est pleine, il n'y a plus de place. Donc une butineuse va revenir avec son jabot rempli de nectar, donc un peu encombré, et là elle va attendre. Mais les magasinières ne sont plus à l'affût de miel, puisque les cellules sont déjà pleines. Donc la butineuse va patienter plusieurs secondes, parfois plusieurs minutes, jusqu'à ce qu'enfin une magasinière vienne la décharger. Et ça, c'est un autre signe, c'est un message implicite qui dit on n'a plus besoin de nectar, tu peux aller te reposer. Et toute la chaîne est couverte par les interactions entre abeilles. Parce que sinon, les butineuses, elles n'ont pas de raison, elles pourraient continuer, il y a encore des fleurs, il y a encore ce qu'il faut, mais non, elles arrêtent parce qu'on n'a plus besoin de nectar pour le moment. Donc ça, c'est un exemple de coopération qui est fabuleux. Ah oui, c'est extraordinaire de voir tous les maillons en fait qui concourent en fait à cette action en fait de toute l'intelligence, à ces différents maillons en fait qui font que cette intelligence collective en fait de pouvoir assurer la survie de la colonie. Et vous me parliez de l'essaimage. Oui, en fait, c'est bien que vous parliez finalement de ce processus préalable, parce que finalement, une fois que toutes les ressources sont emmagasinées dans la ruche, il manque de la place, et du coup, il peut se passer un phénomène qui est courant, que connaissent bien les apiculteurs, puisque certains essayent de l'endiguer au maximum pour éviter justement le départ d'une partie de la colonie, et d'autres au contraire qui considèrent ce processus comme étant un élément fondamental en fait de la survie de l'espèce, puisque c'est son mode finalement de survie, d'assurer ainsi cet essaimage en fait, ce départ d'une partie de la colonie. Il y a beaucoup de vertus en fait à l'essaimage. Est-ce que vous pourriez parler peut-être plus de l'aspect justement communication au sein de la ruche qui suscite le choix d'un nouvel emplacement pour assurer la perpétuation de l'espèce? Alors pour les personnes qui ne connaissent pas l'essaimage, donc vous l'avez dit, c'est le mode de reproduction de la colonie tout entière. C'est-à-dire qu'il y a une moitié à 2/3 de la colonie qui va partir, qui va quitter la ruche, qui à ce moment-là est remplie de trésors. Donc les abeilles vont remplir leur jabot de miel. Et c'est une sortie en masse, c'est extraordinaire. C'est une espèce de marée d'abeilles qui sort de la ruche, qui forme un petit nuage, puis un énorme nuage au-dessus de la ruche, et qui va se poser pas très loin, souvent 10 ou 20 mètres de la colonie, avec la vieille reine. Et donc les abeilles sont suspendues à une branche d'arbre, souvent, et là, elles sont exposées à tous les dangers. Elles ont à peu près 3 jours de réserve de miel dans leur jabot. Elles se tiennent à cette branche. S'il y a un grand coup de vent, tout le monde se balance comme ça. C'est un peu le péril. S'il y a un gros orage, tout le monde meurt. Donc c'est une aventure dangereuse. Et à ce moment-là, c'est quoi l'enjeu? C'est de trouver une nouvelle maison. Alors, je vous l'ai dit, les critères d'une nouvelle maison maintenant dans la nature, ils sont un peu difficiles à satisfaire. Donc souvent, les apiculteurs posent ce qu'on appelle des ruches pièges, c'est-à-dire des ruches vides, à bonne distance quand même de la ruche mère, de celle d'où sont parties les abeilles. Et les éclaireuses, elles partent à recherche de ce nouveau logis. Donc il y a à peu près entre 500 et 1000 éclaireuses dans un essaim d'abeilles. Et elles vont partir dans toutes les directions. Et si une éclaireuse trouve un endroit intéressant, en disant ça c'est un bon spot, oui, alors elle mesure l'intérieur, elle marche à l'intérieur de la ruche, elle vole de la cavité, pardon, elle vole, elle revient sur le sein et elle danse sa découverte. Et d'autres éclaireuses vont venir
la voir, attirées par la danse, et vont aller vérifier l'information. Elles vont voler jusqu'au site, elles vont regarder. Si ça leur plaît, si elles se disent oui, alors ça c'est vraiment, vraiment la maison de nos rêves, elles reviennent, elles dansent à leur tour. Et bientôt, il va y avoir plusieurs abeilles, plusieurs éclaireuses qui dansent pour le même site. Mais pendant ce temps-là, il y a d'autres éclaireuses qui ont fait d'autres découvertes. Donc quelquefois, il y a 20 sites qui sont dansés en même temps. Et il faut faire un choix. Il faut faire un choix, il ne faut pas que ça traîne trop, parce que, encore une fois, l'essaim est en grand péril. Il est d'une fragilité inouïe à ce moment-là. Et donc, comment est-ce que s'opère ce choix? Eh bien, d'abord par l'enthousiasme. Une danseuse qui a fait une découverte en disant « ça peut peut-être convenir, mais c'est pas sûr, c'est pas un super pote. Bon, je danse un peu, pas très longtemps et pas avec beaucoup d'enthousiasme. » Donc, elle aura peut-être une ou deux suiveuses. Et si ces une ou deux suiveuses vont voir le spot et qu'elles le trouvent pas intéressant, elles vont pas danser. Donc, c'est quand même les sites les plus intéressants qui attirent le plus de danseuses. Et puis, au bout d'un moment, une danseuse s'arrête de danser. Elle se tait. Elle ne prend plus part au débat. Donc, ça élimine de fait les sites les moins suivis. Et petit à petit, comme ça, il y a une élimination. Et finalement, la décision est prise. Alors, pas comme chez nous les humains. Nous, on décide soit avec un décisionnaire, une personne qui a autorité et qui dit on fait ça, on va choisir ce lieu-là, parce que moi j'estime que c'est le meilleur, soit avec un vote à majorité. Les abeilles, elles font pas comme ça. Les abeilles, elles suivent un quorum. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un certain nombre d'éclaireuses autour et dans le site, c'est celui-là qui va être élu. Donc c'est à peu près 50 à 100 abeilles, qui ont fait ce choix. Et une fois que ce quorum est atteint, la décision est prise de quitter la branche et d'aller vers le site choisi. Et Thomas Seeley, qui a fait énormément d'études sur le choix d'un nouveau site par un essaim, dit le choix est toujours le bon. C'est rarissime qu'il ait vu des essaims faire un choix d'un mauvais site, d'un site qui soit pas approprié. Et alors il y a une citation de Seeley que j'aime beaucoup. Il dit étonnamment, les abeilles savent tout faire sans être guidées par un leader, évitant ainsi le pire des pièges, un chef qui dominerait le débat et empêcherait le groupe d'examiner les options en profondeur. Ouais. C'est vraiment l'image d'une société idéale hein, auquel chacun d'entre nous pourrait aspirer et qui ont certainement aussi inspiré des grands personnages de l'histoire hein, et qui ont pris comme symbole, par exemple, l'abeille. Oui, vous pensez à Napoléon, qui n'était pas un modèle de démocratie. Non, c'est vrai. Bien sûr, voilà, mais disons que on voit à travers les âges toute la symbolique de l'abeille, hein, qui à l'époque, ils n'avaient peut-être pas les connaissances scientifiques qui sont les nôtres, mais peut-être par l'observation, on avait déduit peut-être un certain nombre de compréhensions qui a amené cette symbolique et ce respect qu'on voit dans certaines cultures et certaines civilisations et qu'on redécouvre grâce à la science maintenant. Et donc, c'est vraiment étonnant de voir cette intelligence à l'œuvre, en fait, dans ces petits insectes que sont les abeilles. Alors, il y a eu des inspirations récentes hein, de ces processus de choix donc qui ont été découverts assez récemment. Seeley les a mis en application dans l'université de Cornell, dans des rencontres mensuelles entre professeurs, où ils se sont inspirés des processus de décision des abeilles, pour prendre des décisions collectives. Et il y a même eu un groupe de chercheurs qui a développé un algorithme qui s'appelait BIE, B-I-E, comme Bee Inspired Evaluation, et qui propose un processus de prise de décision à partir des prises de décision sur l'essaim dans la recherche d'une nouvelle demeure. Et ce qu'ils disent, c'est que les décisions prises avec cet algorithme
en général fait le choix optimal. Ouais, intéressant, hein. Intéressant comme quoi, oui, c'est intéressant de voir comme quoi la nature peut vraiment nous enseigner des choses très intéressantes sur nos comportements et faire évoluer nos comportements sociaux. Et on voyait cette intelligence de coopération à l'œuvre au sein même de l'essaim. Est-ce que vous pourriez nous citer un dernier exemple, par exemple, de coopération avec la nature et je pense tout particulièrement entre ce lien entre la fleur et l'abeille et les interactions entre les deux, et notamment tout ce qui se joue sur le plan à la fois vibratoire, à la fois dans le comportement de la fleur, qui n'est pas forcément toujours connu, mais qui est pour moi source d'émerveillement de voir cette intelligence aussi à l'œuvre dans le comportement et l'interaction entre la fleur et l'insecte, et notamment avec l'abeille. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu? Oui, alors c'est une histoire très ancienne. En fait, entre les insectes pollinisateurs et les fleurs, c'est une histoire qu'on situe à 150 à 250 millions d'années. Ça laisse un petit peu de marge. Ah oui. Et l'essor des plantes à fleurs, ça a été vraiment la forme de vie végétale complètement gagnante, puisque il y a 90% des plantes de la surface terrestre qui sont des plantes à fleurs. Donc c'est une réussite sur le plan de la reproduction. Et comme c'est une coévolution, les fleurs ont appris à produire du nectar pour attirer les insectes. Alors, parlons plus précisément des abeilles, pour attirer les abeilles. Les abeilles, elles, ont développé des outils de collecte, donc une langue qui s'étire sur 6 ou 7 millimètres, le proboscis, qui permet d'aller chercher le nectar au cœur de la fleur, mais aussi une toison que n'avaient pas les guêpes, que n'ont toujours pas les guêpes, qui sont les ancêtres des abeilles, et qui leur permet de récolter le pollen et de le transporter d'une fleur à l'autre pour le plus grand bonheur des fleurs. Il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de la relation amoureuse. Je te séduis, je t'offre un cadeau pour que tu participes à ma reproduction. Alors, dans le langage que les fleurs adressent aux abeilles, pardon, il y a les langages des couleurs, évidemment. En se rappelant que jusqu'à Karl von Frisch, je crois, qui est donc un chercheur allemand autrichien, qui a découvert la danse des abeilles, on pensait que les abeilles voyaient en noir et blanc. Les fleurs avec des couleurs fabuleuses, mais c'était uniquement pour le plaisir de nos yeux. Bon, on sait maintenant que les couleurs ont un rôle très important. D'ailleurs, les abeilles sont beaucoup attirées par les fleurs bleues, mauves ou rouges contenant du bleu, parce que ce sont celles qui produisent le plus de nectar. Ensuite, il y a les parfums, évidemment. Les parfums qui sont des espèces de panneaux signalétiques odorants qui guident les butineuses vers les fleurs. Et pour les petites fleurs modestes, les petites fleurs des champs qui sont pas très colorées et qui ne diffusent pas beaucoup de parfums, eh bien, il y a le mouvement. Parce que ces petites fleurs, elles se balancent avec le vent, et ce balancement est très bien perçu par l'œil composé des abeilles. Et puis, il y a encore d'autres langages. Alors, qui sont un petit peu moins connus. Il y a 2 langages assez étonnants, c'est le langage électrique. Donc, les abeilles, quand elles sont en vol, se chargent d'une très faible charge électrique positive, alors que les fleurs qui sont en contact avec la terre ont une faible charge électrique négative. C'est de l'ordre de 30 volts. Et lorsque les fleurs et les abeilles se rencontrent, eh bien, ces 2 polarités électriques font que le pollen va aller adhérer à l'abeille. Donc ça a un côté utilitaire. Mais les insectes sont également capables de percevoir la charge électrique des fleurs, et il se trouve que cette charge électrique diminue de façon très importante lorsque la fleur a été butinée et qu'elle n'a plus de nectar à offrir. Ce qui fait qu'un insecte qui passe au-dessus d'une fleur sans même la toucher et qui perçoit sa charge électrique va savoir que c'est pas la peine pour le moment, il faut revenir un petit peu plus tard. Donc ça, ce sont des découvertes qui sont assez récentes, mais il y a des études qui ont montré ça, qui ont montré que les insectes pollinisateurs percevaient
parfaitement les charges électriques des fleurs. Alors, il y a un autre langage qui est pas très connu non plus. Ce sont les sons. On sait maintenant depuis longtemps que les plantes émettent des sons, des ultrasons qui ne nous sont pas audibles pour dire j'ai soif ou je suis mal ou sans doute un tas d'autres choses qu'on ne sait pas décrypter. Mais les plantes perçoivent aussi les sons. Et on a montré que une fleur peut percevoir la vibration, le bourdonnement que nous percevons sur nos tympans, hein, d'un insecte qui passe, et qu'à ce moment-là, en 3 secondes, elle est capable d'augmenter la teneur en sucre de son nectar de 20%. Alors c'est un acte qui demande, parce que ça s'appelle un acte, hein, on parle d'une fleur, mais ça s'appelle vraiment un acte. C'est un acte qui demande beaucoup d'énergie. Et si la fleur se donnait l'énergie toute la journée de produire un nectar très sucré, ce serait la plupart du temps en pure perte. Donc elle le fait prioritairement lorsqu'elle perçoit le bourdonnement d'un insecte pollinisateur au-dessus d'elle. Et oui, c'est fascinant et merveilleux de voir cette interaction et vraiment, ouais, j'aime bien exprimer ce mot d'intelligence parce que ouais, on peut pas exprimer autrement les choses que de voir comment les choses s'imbriquent les unes dans les autres avec un sens qui permet vraiment cet écosystème de fonctionner en fait. Hein. C'est vraiment un tout et au sein de ce tout, chacune des parties a sa propre intelligence pour entrer en relation avec l'autre. Et je trouve ça merveilleux et je vous remercie de pouvoir décrire ces phénomènes d'une manière à la fois simple, à la fois imagée et en tout cas qui me fait transporter. Et donc, pour avancer un petit peu plus avant dans cette entrevue, quels enseignements pourrions-nous tirer finalement de ce qui concerne cette coopération et notamment sur la notion de durabilité, puisque c'est quelque chose qui est actuel par rapport à tout ce qu'on vit dans notre société, la durabilité, la coopération et en quoi l'enseignement et la connaissance des abeilles peuvent être vraiment quelque chose de riche et d'enseignant pour nous les humains. Alors, il y a un point qui pourrait paraître un point de détail, mais qui est un point important dans la vertu de cette coopération des abeilles, c'est que les abeilles n'ont pas d'ego. Elles n'ont pas besoin d'avoir raison. Elles n'ont pas besoin d'être les meilleures. Elles ont besoin que la colonie perdure et fructifie. Et ça, c'est amusant parce que ce no-ego, c'est quand même le but recherché par beaucoup de sagesses, notamment des sagesses orientales, inspirées du bouddhisme, de l'hindouisme, etc., mais aussi du christianisme dans son essence le plus pure, qui demande beaucoup de travail chez nous autres humains. Et d'une manière générale, je crois qu'il y a œuvrer pour le bien de la communauté, ne pas laisser l'ego dicter nos décisions, ne prélever que ce dont nous avons besoin. Et si on appliquait ces règles complètement évidentes, ce serait un immense pas en avant. Et quant au respect des insectes, je crois que ce côté, c'est un tout petit animal et on le considère même pas comme un animal. Les insectes, on les écrase, on les aime pas, on en a peur, ça grouille, ça pique. Et quand on apprend à les respecter, quand on vit en pleine nature, c'est plus facile. Quand on est citadin, on n'en voit jamais chez soi. Ce qu'on voit sont un peu indésirables, la punaise de lit, des choses comme ça. Mais quand on s'habitue à être dans un monde environné d'insectes et qu'on sait la place qu'ils occupent, s'il y avait plus d'insectes pollinisateurs, il y aurait 90% des plantes de la planète qui seraient en souffrance. S'il y avait plus d'insectes pollinisateurs, il y a 75% des plantes que nous cultivons qui ne pourraient plus se reproduire seules. Donc c'est notre survie, qui est une chose importante à nos yeux en tout cas, mais c'est aussi surtout la survie de l'univers, de la nature tout entière. Et c'est le plus petit maillon et le plus mal aimé qui est un maillon finalement totalement essentiel comme n'importe quel autre maillon. Je crois que ça, c'est une des grandes leçons
leçons que nous apprennent les abeilles. Tout à fait, oui. Et également, l'une des idées centrales de votre ouvrage, hein, dans le secret des abeilles, il y a cette notion d'unité de la vie, hein, et que nous faisons partie de cette unité de la vie, de ce grand tout. Et voilà, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment les abeilles finalement illustrent vraiment cette notion d'unité et pourquoi cela est si important pour notre humanité et notamment actuellement avec tout ce qu'on traverse? Ben, ça rejoint ce que je viens de dire, hein. L'univers est un grand tout. Ce tout, il se compose d'espèces animales, d'espèces végétales, de minérales aussi. Et si on bafoue, si on détruit l'un ou l'autre des composants de cette grande unité, on met le tout en danger. Alors, c'est plus difficile à comprendre parce que on a eu du mal avec ça. D'abord, on a été quand même élevé, enfin, peut-être pas élevé maintenant, mais en tout cas, on a une idée collective qui est extrêmement présente du fait que la Terre est à notre disposition parce que nous sommes l'espèce dominante. Alors, certes, nous sommes une espèce dominante en termes de moyens. Le sommes-nous en termes de finalité, ça n'est pas très sûr. Et heureusement, il y a de grands progrès qui sont faits avec les avancées de la science de l'éthologie, notamment. On sait que les animaux ont une intelligence, même les abeilles. On sait que les animaux ont des émotions, ont une sensibilité, et on apprend enfin à s'inclure dans ce règne animal. Et je crois que c'est ça qui nous a fait beaucoup défauts et beaucoup de torts, notamment dans nos sociétés occidentales. Les peuples premiers ou les peuples qui pratiquent le chamanisme considèrent que tout est vivant. Un fleuve est vivant, un rocher est vivant, une abeille est vivante. Alors ça ne veut pas dire qu'ils ne tuent pas d'animaux pour se nourrir, mais ça veut dire qu'ils restent à leur place. Et nous faisons, dans la classification animale, nous faisons partie du genre animal. On ne peut pas dire le contraire. Donc sachons-le, ayons un petit peu plus d'humilité et apprenons à respecter les autres êtres qui vivent sur Terre. Vous parliez des peuples premiers qui considèrent vraiment la parenté, en fait, leur parentalité avec l'ensemble du vivant qui sont autour d'eux. Il n'y avait pas de séparation dans ces approches en fait anciennes. Et ce que j'ose espérer, c'est de retrouver justement ce sens d'appartenance en fait au vivant et ce lien de coopération que j'invite dans cet événement à retoucher. C'est de sentir qu'on n'est pas supérieur à la nature, qu'on a peut-être besoin de retrouver justement ce lien d'équilibre en réidentifiant notre rôle, mais en même temps notre rôle au bon endroit, pas en tant que prédateur, mais en tant que coopérateur, et comment on peut à la fois dans le contact avec l'abeille d'avoir cette relation gagnant-gagnant, c'est-à-dire vraiment de respecter sa fonction, hein, qui est essentiellement la pollinisation et non pas la production de miel. La production de miel, c'est l'homme qui la recherche, mais l'abeille, elle cherche essentiellement, son rôle, c'est la pollinisation, et comment l'homme pourrait finalement concilier le rôle fondamental de l'abeille dans la pollinisation en soutenant sa... Une chose aussi importante, il y a des défis, il y a beaucoup de défis qui se présentent en ce moment parce qu'il y a énormément de gens qui prennent conscience de tout ce que vous venez de dire. Et puis par ailleurs, il y a un élan productiviste que je vois atteindre également le monde apicole. Quand on voit des gens qui déplacent 800 ruches dans des prairies que je citerai pas très loin de chez moi, tout à coup ça bouleverse complètement l'équilibre des écosystèmes. Ça engendre aussi une espèce de compétition entre apiculteurs, qui aura le meilleur emplacement pour produire le plus de miel, etc. Bon, la logique productiviste, de toute façon, on sait qu'elle conduit aux abus et qu'elle conduit finalement à la destruction de la nature. On le sait, et j'ai l'immense regret de savoir qu'elle commence à
a imprégné l'apiculture. Quand j'étais enfant, dans toutes les fermes, il y avait 10, 15 ruches. C'était des petites fermes qui faisaient de l'élevage, de la volaille, un peu de maraîchage. Enfin, c'est les fermes autour de chez moi. J'étais en Normandie, c'était des petites exploitations. Et je crois que on le sait, les experts en parlent largement. C'est vers ça qu'il faut revenir pour avoir une alimentation soutenable. Si on se prive de ça, on continue de foncer dans le mur et de plus en plus vite. Et ça, évidemment, on le veut pas. Alors, moi, ce que j'essaye, c'est avec mes écrits, de dévoiler toute cette merveille, mais c'est incroyable ce qu'il y a à découvrir sur les abeilles. Ça n'en finit pas. Vous me mettez sur le sujet, j'en ai pour 3 heures. Donc je vous dirai. Mais voilà, si on connaît, si on commence à admirer, on va respecter. Si on respecte, on n'a plus envie de détruire. On va pas se dire, oh, un essaim pris contre mon volet, vite, je vais acheter une bombe. Non, on va se dire, oui, c'est un truc extraordinaire. Je vais essayer de trouver une solution. Je vais appeler un apiculteur. Voilà, je vais faire quelque chose de plus intéressant que de mettre le pied sur une araignée qui n'a rien fait à part me faire peur. Donc voilà, je pense que l'amour et le respect peuvent passer par la connaissance quand elles sont pas intuitives, quand ils sont pas intuitifs. Et puis il y a des choses qu'on peut faire à notre échelle. C'est très facile. J'ai appris récemment que les jardins privés en France représentent 1 million d'hectares. C'est pas rien, 1 million d'hectares. Si sur ce 1 million d'hectares, on arrête de mettre des produits chimiques, des herbicides, des je ne sais quoi, qu'on laisse un petit peu de jachère, un petit peu d'herbe folle, qu'on plante des fleurs mellifères et même qu'on laisse un tronc pourrir dans un coin, il y a plein de monde qui va y habiter et qui va être ravi. On peut déjà faire un grand pas avec, a priori, au départ, une toute petite échelle. Oui, c'est la notion de colibri et fort à Pierre Rabhi, hein, où chacun peut faire sa part à son niveau en ayant à la fois des connaissances, techniques, scientifiques pour mieux comprendre le vivant, comment il fonctionne et quel est son intérêt, et en même temps comment on peut être sensible aussi et être touché par la découverte de tout ce qui nous entoure. Et donc, j'aimerais vous laisser le mot de la fin, Silat Saint-Pierre, et qu'est-ce que vous auriez envie de partager à vos lecteurs ou aux futurs lecteurs des ouvrages que vous avez écrits, que ce soit dans le secret des abeilles, le dernier, ou les précédents. Voilà, c'est vraiment un voyage dans cet univers avec différentes couleurs, différentes facettes. Donc voilà, je vous laisse le mot de la fin et ensuite, je donnerai le mot final. C'est un mot que vous avez cité, c'est l'émerveillement. Apprenons à regarder, apprenons à nous émerveiller. Si on se laisse aller dans cette contemplation de la nature, dans cette contemplation des êtres qui la peuplent, à se laisser émerveiller, à reprendre une âme d'enfant, on va pas se dire tel être est dégoûtant ou tel être me fait peur ou tel être ça. Non, tel être est. Il est là, je le regarde et j'apprends toutes les merveilles qu'il contient. Voilà, c'est ça que j'essaye de transmettre à travers mes livres. Eh ben, vous le faites très très bien et en tout cas, moi j'ai été touché par la manière dont vous l'exprimez. Voilà, bien que j'ai 25 années d'apiculture, j'ai été touché par vos mots, Merci. Comment dirais-je, la profondeur qui est sous-jacente en fait à ces découvertes et à la manière dont vous les mettez en lumière. Et donc rien que pour ça, je vous remercie très chaleureusement de votre contribution à nous émerveiller par votre plume et par votre regard sur l'abeille et l'apiculture, ainsi qu'Éric Tourneret aussi, qui nous embellit de ces images et qui nous permet de découvrir toute cette beauté, parfois difficile à accéder, hein, puisque l'univers de l'abeille est dans le noir, et donc c'est vraiment voilà, c'est des petites touches qu'elles nous permettent d'accéder par ces actions à l'extérieur dans notre univers. Silat Saint-Pierre, merci encore pour le temps que nous avons partagé ensemble, pour votre disponibilité. Merci à vous. Et puis je vous dis à très très bientôt. Merci encore. Merci. Au revoir. Au revoir.